Quand Alessandro Conti ouvrit la lourde porte en noyer de sa villa romaine, un jour plus tôt que prévu, il s'attendait à être accueilli par l'ordre immaculé et le silence quasi sacré qu'il aimait, qu'il exigeait. Au lieu de cela, il fut englouti par l'obscurité et un silence contre nature, un silence non pas de paix mais d'abandon. Les rideaux étaient tirés, l'air vicié. « Isabella ? Marco ?» appela-t-il, sa voix résonnant étrangement dans ce vide. Pas de réponse. Une inquiétude subtile, comme une fissure dans le marbre, commença à se frayer un chemin dans sa maîtrise de soi. Il traversa le hall et arriva à l'entrée du salon principal. Et là, il se figea. Son cœur, un muscle habitué au rythme constant et prévisible des affaires, manqua un battement. La scène qui s'offrait à lui était un cauchemar, la négation de tout ce en quoi il croyait. Son salon, un sanctuaire de design minimaliste et d'ordre maniaque, était un champ de bataille. On aurait dit qu'il y avait eu une bagarre, une intrusion violente. Des coussins de soie déchirés gisaient à terre comme des corps sans vie. Un vase en cristal de bohème était une explosion d'éclats scintillants sur le tapis persan blanc et, horreur suprême, des empreintes de boue fraîche souillaient son précieux sol en marbre de Carrare. Pendant une seconde terrifiante, il pensa au pire, un enlèvement, une agression. Sa famille était en danger. Cette villa n'était pas seulement une maison pour Alessandro, c'était le reflet de son âme. À 48 ans, à la tête d'un empire de la construction, c'était un homme obsédé par l'ordre, l'efficacité, le contrôle. Chaque chose, dans sa vie professionnelle et domestique, devait être à sa place, fonctionner à la perfection. Mais depuis la mort de sa femme, un an plus tôt, le chaos avait commencé à s'infiltrer dans les fondations de sa vie émotionnelle. Il s'était accroché à Isabella, sa nouvelle et magnifique fiancée de 28 ans, comme à un pilier, espérant que sa jeunesse et sa perfection apparente pourraient restaurer l'ordre perdu. Mais il ne voyait pas ou ne voulait pas voir qu'Isabella n'était pas un pilier, mais une fissure qui s'élargissait. Isabella aimait le luxe, le statut, le pouvoir qui découlait du fait d'être la future Madame Conti. Mais elle détestait les responsabilités qui en découlaient. Pour elle, les règles de la maison si sacrées pour Alessandro étaient des chaînes à briser, un moyen d'affirmer son nouveau pouvoir. Surtout sur la gouvernante, Sofia. Elle fumait en cachette dans le salon, laissait ses chaussures coûteuses éparpillées dans la maison comme des mines antipersonnelles, donnait des ordres contradictoires juste pour le plaisir de voir la confusion dans les yeux du personnel. C'était une guerre froide, menée avec arrogance et paresse, et le champ de bataille était la paix domestique d'Alessandro. Sofia Rossi, la gouvernante, était l'autre générale dans cette guerre. À 45 ans, c'était une femme dont la dignité était son armure. Fidèle jusqu'à la moelle à la mémoire de sa défunte maîtresse, elle voyait Isabella pour ce qu'elle était, une usurpatrice cruelle et gâtée, qui non seulement manquait de respect à la maison, mais maltraitait psychologiquement le petit Marco, le fils de 8 ans d'Alessandro. L'enfant, effrayé par la nouvelle fiancée de son père, se réfugiait auprès de Sofia, la seule constante dans un monde qui était soudainement devenu imprévisible et effrayant. Sofia avait essayé de parler à Alessandro, de lui faire remarquer les petites transgressions quotidiennes d'Isabella, mais lui, aveuglé par l'engouement, avait rejeté ses préoccupations comme des frictions de cohabitation, ou pire, comme de la jalousie. Alors que la panique lui serrait la gorge, Alessandro était sur le point de sortir son téléphone et d'appeler la police, mais il entendit des voix. Elles venaient de la cuisine, un mélange de colère et de peur. Il se précipita dans cette direction, le cœur battant à tout rompre, se préparant au pire. Mais la scène qu'il trouva fut encore plus bizarre et inquiétante qu'il n'aurait pu l'imaginer. Sa femme, Isabella, se tenait au milieu de la cuisine, les bras croisés, le visage un masque de fureur contenu. Et à genoux sur le sol, ce n'était pas le personnel de service. C'était son fils. Marco, avec un seau et une éponge, essayait de nettoyer les mêmes empreintes de boue qui souillaient le salon, les larmes coulant silencieusement sur ses joues sales. Il nettoyait le sol, une tâche humiliante, tandis que la femme qui aurait dû prendre soin de lui le regardait avec une froide désapprobation. « Que se passe-t-il ici » tonna Alessandro, sa voix résonnant dans la cuisine silencieuse. Isabella se retourna brusquement, surprise et soulagée de le voir. « Alessandro, Dieu merci, tu es de retour. Regarde ce que ta gouvernante a fait. Elle est devenue complètement folle, » dit-elle, en désignant d'un geste théâtral la porte du salon. « Elle a tout détruit, a mis la maison sans dessus-dessous.
Et quand je lui ai dit de nettoyer, elle a refusé. Elle a dit que ce n'était plus son travail. Alessandro la fixa, complètement abasourdi. L'histoire était absurde. Sofia, Sofia, le pilier de l'ordre et du professionnalisme devenue folle, cela n'avait aucun sens. Mais avant qu'il ne puisse formuler une question, la porte de la zone de service s'ouvrit. Et sur le seuil apparut Sofia. Mais ce n'était pas la Sofia qu'il connaissait. Elle ne portait pas son impeccable uniforme noir. Elle portait une des coûteuses robes de soirée en soie d'Isabella, une de celles qu'elle laissait toujours traîner. Et dans sa main, elle n'avait pas un chiffon à poussière, mais une coupe de champagne qu'elle sirotait avec un calme royal. Elle s'appuya contre le chambranle de la porte, le regarda, et sur son visage, il y avait une expression indéchiffrable, un mélange de défi et de tristesse. Alessandro se sentit comme s'il était tombé dans un univers parallèle, un cauchemar surréaliste où toutes les règles avaient été renversées. Si ce début déconcertant vous a intrigué et que vous voulez découvrir quelle incroyable leçon Sofia est sur le point de donner, laissez un j'aime à cette vidéo. Nous rêvons d'atteindre les 1000 abonnés et chaque soutien de votre part nous rapproche de notre objectif. Abonnez-vous à la chaîne et faites-nous savoir de quelle ville vous nous regardez. Vos encouragements sont notre plus grande récompense. Que Dieu vous bénisse. Le choc laissa Alessandro littéralement sans voix. Son esprit, habitué à traiter des données complexes et à prendre des décisions en une fraction de seconde, était en panne, incapable de traiter la scène surréaliste qui se déroulait devant lui. D'un côté, son salon, le temple de son ordre, était en ruine. De l'autre, son fils de 8 ans était à genoux, humilié, contraint à un travail de serviteur. Et comme point culminant de ce cauchemar, sa gouvernante, le symbole même de la discrétion et du professionnalisme, était vêtue comme une diva de cinéma, sirotant son champagne le plus cher. C'était une image si folle, si hors de toute logique, qu'il se demanda un instant s'il n'était pas lui-même devenu fou, si ce n'était pas une hallucination causée par le stress du voyage. « Sofia », parvint-il enfin à dire, sa voix un mélange d'incrédulité et de colère naissante. « Que signifie cette mascarade? Enlève immédiatement cette robe et explique ce qui diable s'est passé chez moi. » Isabella, voyant la colère d'Alessandro dirigée vers Sofia, se sentit triompher. Son plan improvisé fonctionnait. Sofia s'était autodétruite par sa propre folie inexplicable. Elle s'approcha d'Alessandro, tentant de jouer le rôle de la fiancée solidaire et bouleversée. « Tu vois, mon chéri, je t'avais dit qu'elle était étrange ces derniers temps. Ce doit être la jalousie. Elle ne supporte pas l'idée que je sois la nouvelle maîtresse de maison. C'est clairement une dépression nerveuse. » Ces paroles étaient comme de l'essence sur le feu, conçues pour alimenter la confusion d'Alessandro et diriger sa fureur vers une seule et même cible commode. Elle peignait un tableau d'injustice où elle et Alessandro étaient les victimes de la folie d'une servante instable. Mais Sofia ne se démonta pas. Elle ne s'excusa pas. Elle ne montra aucun signe de peur. Elle prit une autre lente gorgée de champagne, ses yeux calmes fixés sur Alessandro, ignorant complètement Isabella. Et puis, elle parla. Et sa voix n'était pas celle d'une folle ni celle d'une servante. C'était la voix d'une enseignante, de quelqu'un sur le point de donner une leçon dure mais nécessaire. « J'ai simplement décidé de suivre l'exemple de Madame Isabella, monsieur, » dit-elle avec un calme mortel qui était plus glaçant que n'importe quel cri. « Au cours du dernier mois, elle m'a appris une leçon très importante. Que les règles de cette maison, les règles que votre femme et moi avons établies en 20 ans, sont devenues facultatives. Et je suis une bonne élève. J'apprends vite. » Alessandro la fixa, la colère commençant à laisser place à un profond et troublant désarroi. Qu'essayait-elle de dire? Sofia, voyant qu'elle avait capté toute son attention, commença sa tirade, une liste précise et méthodique qui était, en réalité, un réquisitoire accablant. « La semaine dernière, commença-t-elle, sa voix plate et factuelle, Madame a décidé que l'interdiction de fumer dans le salon ne s'appliquait plus à elle. Elle fit un signe de la coupe vers le tapis blanc. Ce sont les cendres de sa cigarette de ce matin. Puisqu'on peut maintenant fumer à l'intérieur, j'ai pensé que je pouvais être un peu plus désordonné aussi. » Son regard se déplaça sur les coussins déchirés. « Madame Isabella m'a aussi appris que les chaussures de luxe n'ont pas nécessairement leur place dans le placard à chaussures. Je les ai trouvées sur le canapé, sur la table de la salle à manger et même sur votre oreiller. J'en ai déduit que l'ordre n'était plus une priorité. Et j'ai donc pensé que les coussins du canapé seraient aussi bien par terre. » Chaque phrase était un coup,
précis et ciblé. Elle utilisait la logique de fer d'Alessandro contre lui, lui montrant les conséquences des actions qu'il avait permises. Isabella, comprenant où elle voulait en venir, tenta de l'interrompre. « Mais c'est absurde, tu inventes tout. Alessandro, ne l'écoute pas. » Mais Alessandro lui fit signe de se taire d'un geste sec de la main. Il voulait entendre, il voulait comprendre. Sofia continua, imperturbable. « Hier soir, madame a accidentellement cassé un verre. Quand je lui ai tendu la pelle pour ramasser les morceaux, elle m'a dit que ce n'était pas son travail et que je m'en occuperais ce matin. » Son regard se posa sur les fragments scintillants du vase en cristal. J'ai suivi son exemple. J'ai pensé que si la maîtresse de maison n'a pas à nettoyer ses propres dégâts, peut-être que je n'ai pas à le faire non plus. Et donc, j'ai laissé ce vase cassé là, par solidarité. La plus grande injustice, le coup final, restait à venir. Sofia s'approcha du petit Marco, qui était resté à genoux tout ce temps, victime silencieuse et terrifiée de cette guerre d'adultes. Elle lui posa une main sur la tête, un geste de protection et d'affection. « Et enfin, dit-elle, sa voix se brisant pour la première fois d'une émotion contenue, hier, madame est rentrée du jardin après une averse, laissant des empreintes de boue sur tout le sol fraîchement lavé. Et elle a exigé que moi, qui venais de finir de nettoyer, je me remette à genoux pour réparer son impolitesse. » Elle marqua une pause, laissant l'image s'imprimer dans l'esprit d'Alessandro. « Aujourd'hui, j'ai pensé faire une promenade dans le jardin aussi, et j'ai sali le sol, mais je me suis souvenu des paroles de madame. Nettoyer, c'est ton travail. Et comme j'ai décidé aujourd'hui que je ne suis plus la gouvernante, mais une dame qui boit du champagne, madame a dû trouver un remplaçant pour faire mon travail. » Son regard se posa sur Marco, toujours à genoux, l'éponge à la main. La situation avait atteint son paroxysme. La leçon de Sofia était cruelle, mais brillante. Elle n'avait pas accusé Isabella d'être une tyran. Elle avait simplement appliqué les nouvelles règles d'Isabella à elle-même, créant un scénario de chaos si extrême qu'il forçait Alessandro à ouvrir les yeux. Elle avait utilisé l'arme de la logique et l'avait poussé jusqu'à ses conséquences extrêmes et absurdes. Elle avait prouvé que le comportement d'Isabella n'était pas seulement irrespectueux, mais destructeur, capable de transformer une maison ordonnée en anarchie et un enfant innocent en serviteur. La révélation de Sofia tomba sur la cuisine avec le poids d'une sentence sans appel. Chaque mot avait été une balle de vérité, et maintenant, Alessandro se trouvait au milieu des tirs croisés, les décombres de sa négligence éparpillés autour de lui. Il regarda le salon dévasté, une image qui était la métaphore parfaite de sa vie intérieure. Il regarda son fils, à genoux, humilié, les larmes silencieuses baignant son visage fatigué. Et puis il regarda les deux femmes. Isabella, dont le beau visage n'était plus qu'un masque de rage et de panique complètement à court de mensonges, et Sofia, debout, calme et royale dans sa robe volée, qui le fixait non pas avec triomphe, mais avec une attente profonde, presque douloureuse. Elle attendait de voir ce que ferait l'homme qu'elle avait servi si longtemps. Elle attendait de voir si sa leçon extrême avait porté ses fruits. Pendant un long et terrible moment, Alessandro ne dit rien. Son esprit, un moteur puissant habitué à résoudre des problèmes complexes, traitait une énorme quantité de données émotionnelles. Les plaintes de Sofia qu'il avait ignorées, les petits caprices d'Isabella qu'il avait justifiés, la tristesse croissante dans les yeux de son fils, tout s'alignait, formant une image claire et dégoûtante de la vérité. Il n'était pas tombé amoureux d'une femme, mais d'une illusion, une idée de perfection qu'il avait désespérément voulu projeter sur sa douleur. Et pour protéger cette illusion, il avait permis que sa maison soit profanée et son fils maltraité. La honte le frappa avec la force d'une vague, une honte si profonde qu'elle lui coupa le souffle. Isabella, sentant le silence d'Alessandro comme une condamnation, tenta un dernier coup désespéré. Elle essaya d'utiliser l'arme qui lui avait toujours le mieux réussi, la séduction, la fausse vulnérabilité. « Alessandro, mon amour », murmura-t-elle, essayant de s'approcher, sa voix redevenant un miaulement plaintif. « Ne crois pas cette folle. C'est une comédie. Elle me déteste, elle a toujours essayé de nous monter l'un contre l'autre. Elle veut détruire notre amour. » Mais le charme était rompu. Ces paroles, qui l'auraient fait fondre un jour plus tôt, lui sonnaient maintenant fausses, stridentes, pathétiques. Il leva une main, non pas avec colère, mais avec une lassitude infinie, l'arrêtant à 1 mètre de distance. « Assez, Isabella, dit-il, et sa voix était plate, dénuée de toute émotion.
J'en ai assez entendu, et j'en ai assez vu. » Il s'approcha de son fils. Il s'agenouilla devant lui, ignorant le sol sale. Il prit l'éponge de ses petites mains et la jeta dans le seau avec un bruit sourd. « Ça suffit, Marco, » dit-il, avec une douceur qu'il n'avait pas utilisée depuis longtemps. « Ce n'est pas ton travail. Ça ne le sera jamais. » Il prit son fils dans ses bras, le souleva et le serra fort, enfouissant son visage dans ses cheveux, comme pour lui demander pardon sans mots. Tenant toujours Marco serré contre lui, il se leva et se tourna vers Isabella. Et dans ses yeux, elle ne vit plus l'homme amoureux et complaisant. Elle vit le milliardaire. Elle vit le chef d'un empire. Elle vit un homme qui venait de prendre une décision irrévocable. « Mes fiançailles avec toi », dit-il en scandant chaque mot avec une précision glaciale, ont été la plus grande erreur de jugement de ma vie, une erreur que je ne répéterai pas. Il s'adressa à l'un de ses gardes du corps qui était apparu sur le seuil, attiré par l'attention. Accompagnez mademoiselle Moretti dans sa chambre. Donnez-lui 10 minutes pour faire ses valises. Ensuite, escortez-la hors de ma propriété et assurez-vous qu'elle n'emporte rien qui ne lui appartienne pas. L'ordre fut si rapide, si impitoyable, qu'Isabella resta bouche bée. « Quoi? Tu ne peux pas me faire ça !» hurla-t-elle. « Nous avons une vie ensemble, nous avons des projets. » « Tu avais des projets, Isabella, » la corrigea-t-il, avec un calme terrifiant. « Les miens n'étaient que des rêves, et maintenant je me suis réveillé, sors de chez moi. » Il n'y avait plus de place pour la discussion. Son autorité était absolue, sa décision définitive, alors qu'on l'emmenait non plus comme une reine, mais comme une prisonnière. Elle jeta un dernier regard plein de haine à Sofia. Mais Sofia ne la regardait même pas. Ses yeux étaient fixés sur Alessandro et son fils. Après la disparition d'Isabella, un silence chargé d'embarras et de possibilités s'installa dans la cuisine. Alessandro posa Marco qui courut aussitôt se cacher derrière les jambes de Sofia, puis il se tourna vers elle. L'homme puissant, le patron, avait de nouveau disparu, laissant place à un homme qui semblait soudain plus vieux, plus fatigué mais aussi plus authentique. Il regarda son salon en ruine, puis regarda Sofia toujours vêtue de la robe de soie et tenant la coupe vide à la main. Un petit sourire, presque imperceptible et amer, plissa ses lèvres. Il ne savait pas s'il devait être furieux, reconnaissant, ou simplement éclater de rire devant l'absurdité de toute la situation. Finalement, il soupira. « Sofia », dit-il, et sa voix était un mélange de résignation et d'un nouveau et profond respect. « Remets ton uniforme, et ensuite, s'il te plaît, aide-moi à ranger ce désordre. » Dans cette simple demande, il y avait tout, une excuse, un aveu de culpabilité et le début d'une nouvelle alliance. La leçon avait été donnée, et l'élève enfin avait appris. Aimez-vous cette histoire? Votre approbation nous aide beaucoup à continuer. Laissez un j'aime et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer la fin. Maintenant, nous continuons avec la vidéo. Tandis que les dernières traces d'Isabella Moretti étaient effacées de la villa, le parfum trop suave de son parfum, les magazines de mode abandonnés, l'écho de ses plaintes, un nouveau type d'ordre commença à prendre forme. Ce n'était pas l'ordre froid et stérile qu'Alessandro avait toujours imposé, mais un ordre plus chaleureux, plus vécu, un ordre basé sur le respect mutuel et des règles non écrites de gentillesse. Ce soir-là, après que la maison eut retrouvé sa splendeur d'antan, Alessandro, Sofia et Marco dînèrent ensemble, non pas dans la salle à manger formelle, mais à la grande table en bois de la cuisine. Ce fut un dîner silencieux mais non embarrassé. C'était le silence confortable de 3 survivants d'une longue guerre qui pouvaient enfin déposer les armes. Pour la première fois, Alessandro ne regardait pas son fils et sa gouvernante du haut de sa position, mais les voyait comme ses égaux, ses alliés, les piliers de sa vraie maison. Dans les mois qui suivirent, la dynamique de la famille Conti se transforma radicalement. Alessandro, ébranlé jusqu'aux fondations, apprit la leçon la plus difficile de sa vie, que le contrôle n'est pas le pouvoir et que la vraie force réside dans la capacité à faire confiance aux bonnes personnes. Il commença à déléguer davantage au travail, à moins voyager, à consacrer son temps à ce qu'il avait négligé pendant des années, son fils. Il redécouvrit Marco, non pas comme une entité à gérer, mais comme une petite personne avec ses propres pensées, peurs et joies. Et en cela, il s'appuya énormément sur Sofia. Elle devint son pont vers le monde émotionnel de son fils, sa conseillère, sa confidente. Leur relation, libérée des tensions de la guerre froide avec Isabella,
s'épanouit en un partenariat basé sur une admiration et un respect profond. Il lui donna carte blanche pour la gestion de la maison, non plus comme à une simple employée, mais comme à une administratrice de confiance, valorisant son intelligence et son jugement. Elle, à son tour, l'aida à retrouver un équilibre, à arrondir les angles de son obsession pour l'ordre, à lui apprendre que parfois, un peu de chaos créatif, comme un coussin mal placé ou des empreintes de boue qui racontent une histoire de jeu, est ce qui transforme une maison en un foyer. Ce n'était pas une relation amoureuse, mais quelque chose d'aussi précieux, une alliance d'âme, une amitié aussi solide que les fondations qu'il construisait pour ses gratte-ciel. 1 an plus tard, la villa est un lieu méconnaissable, non pas dans son apparence qui est toujours impeccable, mais dans son âme. C'est un après-midi pluvieux, et nous trouvons Alessandro et Marco assis sur le tapis du salon, entourés de briques colorées, en train de construire une très haute tour. La scène aurait été impensable 1 an plus tôt. Sofia entre, apportant un plateau avec du chocolat chaud et des biscuits. Elle ne porte plus d'uniforme rigide, mais une robe confortable et pratique. Elle s'assoit avec eux, et pendant un moment, il regarde la pluie qui bat contre les grandes fenêtres. « Tu sais, Sofia, » dit Alessandro, rompant le silence confortable, « je pense encore parfois à ce jour, au chaos, à ta robe de soie. » Un sourire se dessine sur ses lèvres. « C'était la leçon la plus chère et la plus efficace que j'ai jamais reçue de ma vie. Tu m'as montré que j'essayais d'imposer mes règles au monde sans me rendre compte que j'ignorais les règles les plus importantes de toutes, celles de la gentillesse, du respect, de la dignité. » Il se tourne vers elle et son regard est sérieux, chargé de gratitude. « Tu n'es pas seulement la gouvernante de cette maison, Sofia. Tu en es la gardienne de notre paix, de notre santé mentale. Et c'est un rôle pour lequel il n'y a pas de salaire adéquat. » Il lui prend la main, un geste simple, plein d'affection et d'estime. « Merci d'avoir eu le courage de me montrer à quel point j'étais aveugle. » Sofia lui sourit, un sourire sincère qui illumine son visage. Parfois, pour remettre de l'ordre dans une maison, il faut d'abord montrer à quel point le désordre peut être grand, répond-elle, avec sa sagesse simple habituelle. Marco, qui a écouté en silence, se lève et les embrasse tous les deux, les serrant dans une petite et forte étreinte de groupe. À cet instant, dans ce salon autrefois froid et impersonnel, il y a tout ce qui compte. Une famille, non définie par des contrats ou des liens du sang, mais forgée dans le respect, la loyauté et la conscience que les règles les plus importantes sont celles du cœur. Ils ont appris que la vraie maison n'est pas un lieu d'ordre parfait, mais un lieu où l'on se sent en sécurité, compris et aimé, même, et surtout, quand il pleut dehors. Et maintenant, une question pour vous. Pensez-vous que la leçon de Sofia était géniale ou trop risquée? Et croyez-vous que le respect et le partenariat peuvent être un fondement pour une famille aussi fort que l'amour romantique? Dites-le nous dans les commentaires. Laissez un like si vous croyez que la vraie force réside dans la gentillesse et le courage. Abonnez-vous pour d'autres histoires où l'intelligence et la dignité l'emportent sur l'arrogance. Et commentez « La dignité l'emporte » si le coup de Sofia vous a aussi surpris et inspiré.